Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos concernant l'histoire ancienne d'Israël. Voilà, l'histoire ancienne d'Israël, écrite par R. Deveau. Alors le sous-chapitre qui est là, que nous allons présenter, s'intitule « La Palestine et l'Égypte sous le Moyen Empire ». Voilà. Alors, il écrit ceci, R. Deveau, à considérer le développement harmonieux de la civilisation du Moyen Bronze. Bon, on ne se douterait pas que pendant cette période, le Proche-Orient fut secoué par de graves événements dans lesquels la Palestine fut engagée. Le glorieux Moyen Empire égyptien s'écoula sous la poussée des Hyksos. Non, ça ne s'est pas écroulé, ça a été secoué, mais ça ne s'est pas écroulé. Qui dominait l'Égypte pendant un siècle et demi. Ce fut la seconde période intermédiaire. Mais il faut d'abord voir quelle fut la situation de la Palestine sous le Moyen Empire. Parce qu'il faut dire que les Hyksos n'ont pas dominé la totalité du territoire égyptien, non. C'est la partie nord qu'ils ont dominé. Voilà, donc c'est ça le problème. Alors, il note, les premiers pharaons de la 12e dynastie avaient rétabli l'ordre à l'intérieur et assurer la défense de leurs frontières du Nord. Parce que c'était ça le problème, la frontière du Nord. Mais il est exceptionnel que où leurs successeurs aient poussé plus loin leurs interventions militaires. Pendant la cogérance de Sésostris Ier, bon, Sésostris peut-être ça c'est une traduction grecque de son nom. Sinon son nom en langue égyptienne, c'est pas comme ça. Avec son père Amenemès Ier, le général Nesumont fit campagne contre les Asiatiques et détruisit leurs forteresses. Mais aucune précision géographique ne nous est donnée. On ne peut retenir ensuite qu'un seul texte explicite. Sésostris III, 1878 à 1843 avant Jésus-Christ, conduisit une expédition contre Sekhmem, très probablement Sichem, qui semble avoir été à la tête d'une confédération palestinienne et qui succomba. Mais Sichem, c'est une localité. Sichem, c'est une localité. Voilà. Qui fera partie d'ailleurs d'Israël. Voilà. Mais sur le chemin du retour, l'armée fut harcelée par les Asiatiques. Cependant, les relations entre la Palestine et l'Égypte paraissent avoir été généralement pacifiques. L'exploitation des mines du Sinaï reprit elle s'intensifia pendant toute la 12e dynastie, sans qu'il fût besoin d'intervention militaire pour assurer la sécurité des chantiers et des communications. Sinoué, le grand Égypte, parti en exil volontaire à la mort d'Amenemès Ier, est bien accueilli lorsqu'il parvint à l'est de Byblos, dans la Béka syrienne. Il peut parler égyptien. Il rencontre des Égyptiens qui sont résidents ou qui passent comme messagers de la cour. Lorsqu'il rentre en Égypte, à l'appel de Sésostris Ier, il est escorté par des Asiatiques qui sont salués à la frontière et comblés de cadeaux. Donc vous voyez, il y avait des anciens Égyptiens, donc des Noirs, qui vivaient au Moyen-Orient. C'est ça les faits. Et il y en avait même beaucoup, on le sait, dans la région de Tyr et de Sidon, qui correspond au Liban actuel. Voilà. La situation était la même en Palestine, que ce réfugié politique avait d'abord traversé. Voilà. Être réfugié politique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. La frontière à peine passée, il avait été reconnu par un cheikh bédouin qui était allé en Égypte et qui lui donna l'hospitalité. Puis il était monté vers le nord, passant de tribu en tribu et toujours bien traité. Il n'y a aucune allusion à une présence ou une action militaire de l'Égypte. Sinué, ça ressemble curieusement à Silué, un nom de Sénoufo. Est seulement un exemple qu'un texte littéraire a rendu fameux.
En fait, les relations entre l'Égypte et la Palestine étaient continuelles. Des Asiatiques dont les noms, lorsqu'ils nous sont connus, sont Amorites, viennent et séjournent en Égypte. Plusieurs documents mentionnent des entrées de bétail. Il arrive aussi des matériaux précieux. Oui, nos ancêtres africains kémites, ils n'étaient pas hostiles aux étrangers, mais c'est parce que ces peuples sémites-là, quelquefois, faisaient des razzias, c'est-à-dire qu'ils faisaient des pillages, ils venaient attaquer l'Égypte, quand notamment dans le désert, ils étaient affamés, ils venaient piller les récoltes. C'est ça qui ne plaisait pas à nos ancêtres anciens égyptiens, c'est tout. Il arrive aussi des matériaux précieux. Amenemès II, 1929 à 1895 avant Jésus-Christ, offrit au temple de Montou à Tod 4 coffrets remplis de lingots d'or et d'argent, de coupes d'argent tordues, de morceaux de cylindres en lapis lazuli, c'est-à-dire une pierre précieuse, je crois. Tous ces trésors rassemblés pour sa valeur marchande provenaient de Syrie. En retour, des objets égyptiens prennent le chemin du nord. Ce sont souvent des dons royaux. Un vase d'onguent en obsidienne serti d'or portant le nom d'Amenemès III et d'autres objets de prix avaient été déposés dans la tombe d'Abichemou, roi de Byblos. Une cassette obsidienne et d'or inscrite au nom de Amenemès IV et d'autres produits de l'art égyptien ont été trouvés dans la tombe de son fils Ibshemou Abi. Des sphinx d'Amenemès III et IV, de la fille d'Amenemès II et d'une autre princesse de la 12e dynastie proviennent de Ras Shamra, Beyrouth, Katna, Byblos. De grands officiers du pharaon ont laissé la trace de leur passage. À Ras Shamra, un groupe représentant le vizir Sésostrissankh, sa femme et sa fille à Megiddo. Une statuette de Toutotep, monarque du Nome. Bon, ils ont écrit plutôt nomarque. Bon, je ne sais pas ce que nomarque veut dire. Est-ce que cela veut dire le gouverneur? Bon. D'Hermopolis sous Amenemès II et Sésostris III. Peut-être qu'il était le gouverneur du lieu. Bien sûr, au nom du roi, du Nessout, c'est-à-dire du pharaon. Des statuettes de particuliers sont sorties des fouilles de Ras Shamra, Katna, Byblos, Megiddo, Gézer, Tel, El Adjoul. Un chef trésorier et son grand scribe ont laissé leur scarabée à Tel El Adjoul. Celui d'un intendant comptable de bétail a été retrouvé à Megiddo. Bon, Megiddo, c'est ce qu'on appelle aussi Armageddon. Hein. C'est une localité qui est au Moyen-Orient. Ce que l'auteur montre ici, ce sont les relations d'échange entre l'Égypte et puis le Moyen-Orient, qu'on appelait alors l'Asie. Bon. Des anses de jarre avaient été imprimées au sceau d'un scribe du vizir à Jéricho, au sceau d'un majordome royal à Sichem. Nous n'avons retenu que les documents les plus marquants. Leur interprétation est disputée. Signifie-t-il que tous les Asiatiques, c'est-à-dire les gens du Moyen-Orient, étaient les chiens du pharaon, des sujets dociles, comme le dit Sinoué, et l'Égypte exerçait-elle alors une domination politique sur la Syrie et la Palestine? Ou bien faut-il parler seulement de relations diplomatiques et commerciales? Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a eu deux batailles importantes, la bataille de Kadesh et puis la bataille de Megiddo, où les pharaons d'Égypte ont vaincu notamment ces peuples nomades là du Moyen-Orient. Mais elles partaient se réfugier dans le désert.
Voilà, en cas d'attaque, elles allaient se réfugier dans le désert. On peut hésiter en effet. Le bétail amené en Égypte peut être le produit d'une razzia en pays hostile. C'est ça le problème de ces nomades-là. Ou d'une réquisition en pays sujet. Ou d'une transaction commerciale. Et l'intendant comptable du bétail pouvait être venu à Megiddo pour lever une redevance ou pour prendre livraison d'une commande. Les dons des pharaons aux villes de Syrie pouvaient être l'affirmation de leur autorité ou un moyen de se concilier des amitiés. Les objets précieux des tombes royales de Byblos peuvent être les cadeaux des pharaons à des princes amis avec lesquels ils sont en relation de commerce, même un paiement pour les achats de bois qu'ils leur faisaient. Mais le vase d'onguent de la tombe d'Abichemou peut avoir servi à l'onction de ce roi, ainsi institué vassal de l'Égypte. Effectivement, les princes de Byblos se donnent eux-mêmes le titre de gouverneur porté en Égypte par les chefs de province, mais en même temps, ils inscrivent leur nom à l'intérieur de cartouches, à la manière pharaonique et comme s'ils étaient souverains. Le trésor de Tod peut être un butin de guerre, ou le tribut d'un prince vassal, ou le paiement d'une dette. Les lingots d'or portent l'estampille bon, apposé par un vérificateur égyptien. En tout cas, on voit bien que les deux zones avaient des relations. Voilà. Que ces relations soient de vassalité de certains chefs au Moyen-Orient vis-à-vis du Nessout de l'Égypte, ou que ce soit des relations commerciales. Voilà. Cela veut dire que les relations n'ont pas été seulement conflictuelles. Voilà, n'ont pas été seulement conflictuelles. Voilà. La solution doit donc être nuancée. Il est sûr que la Palestine et la Syrie n'ont pas alors été intégrées par voie de conquête ou autrement dans un empire égyptien. Mais les fonctionnaires de haut rang qui ont en leur statut à Res Shamra et à Megiddo et les employés de moindre rang qui ont laissé leur sceau à Megiddo, Sichem, Jéricho, Tel al-Adjoul n'étaient pas des visiteurs de passage et ils ne peuvent pas avoir été tous des réfugiés politiques comme fut sinué. Ils étaient là en qualité de représentants officiels des pharaons, donc c'est ça, qui entretenaient donc dans ces pays des missions temporaires ou permanentes. La Palestine et une partie de la Syrie auraient ainsi été pendant la 12e dynastie des pays sous protectorat égyptien. C'est ça les faits. Voilà. Parce que c'était une façon de prévenir vraiment les pillages de ces populations-là, qui étaient des populations pour la plupart nomades, et que les anciens Égyptiens appelaient Amou, c'est-à-dire les errants. Voilà. Et pourtant, on veut faire croire que ce sont ces populations sémites-là qui ont bâti la civilisation égyptienne. Ça ne fait pas sérieux. La civilisation égyptienne est purement agraire et puis sédentaire. C'est tout. On a retrouvé en Égypte la tombe de ce Toutotep qui a laissé sa statuette à Megiddo. Le fait de faire des statuettes, ça aussi c'est africain. Les statuettes qui représentent, disons, des ancêtres. Il y a fait représenter l'arrivée d'un troupeau du retenu, le nom que les Égyptiens donnaient à la Syrie et à la Palestine. Retenu. Donc ils disent que c'est le nom que les anciens Égyptiens donnaient à la Syrie et à la Palestine. Or, c'est à Megiddo aussi, nous l'avons vu, que résidait un intendant comptable du bétail. Il n'est pas trop audacieux d'en conclure que les pharaons employaient la plaine d'Esdrylon, riche en bétail. On peut alors faire appel au test d'exécration. Il est vrai que, bien qu'il soit prononcé contre les peuples ou des pays qui pourraient conspirer ou qui pourraient songer à se rebeller contre le roi d'Égypte, il ne concerne pas toujours des peuples ou des pays qui sont effectivement assujettis. C'est l'expression de la croyance en la domination universelle du pharaon, fils de Ra. Bon, il faut dire que non, il n'arrivait pas à contrôler toutes les populations du Moyen-Orient, ça c'est pas possible. Voilà. Ce sont celles qui se sédentarisaient, mais ceux qui continuaient d'errer dans le désert, dans les oasis, non, c'était difficile de les contrôler, c'est pas possible. Il est vrai aussi qu'ils sont liés à un rite qui s'accomplissait à intervalles comme une mesure de précaution
et sans lien nécessaire avec une situation politique menaçante. Cependant, il est remarquable que les villes où les documents archéologiques montrent l'influence égyptienne mieux enracinée ne figurent pas dans ces tests. Ils ne contiennent rien contre Byblos, distingué de son arrière-pays, Megiddo, Jéricho, pour ne rien dire de Ras Shamra ni de Katna, qui sont en dehors de leurs horizons géographiques. Si ces villes ne sont pas nommées, c'est peut-être parce qu'on ne doutait pas de leur fidélité. Voilà. En tout cas, ces tests indiquent que la chancellerie égyptienne avait une connaissance précise de la Palestine, de ses villes et de leurs chefs, et la comparaison entre les deux groupes montre qu'elle se tenait au courant des changements de gouvernement. Ce souci d'une information à jour révèle des préoccupations d'ordre politique. Le groupe le plus récent de ces tests, à la fin du 19e siècle avant Jésus-Christ, contient beaucoup plus de noms. Cela peut venir d'un réseau plus complet de renseignements qui s'étendent maintenant en Transjordanie. Cela peut aussi trahir l'inquiétude de l'Égypte devant une menace qu'elle sent grandir dans un pays sur lequel, à défaut d'un contrôle effectif, elle exerçait son influence. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai dit. Voilà. L'Égypte, cependant, maintient sa position pendant une partie de la 13e dynastie. C'est encore Byblos qui fournit le témoignage le plus clair. Sur un cylindre, le prince Yakin El se dit le serviteur du pharaon Shétepbré, vers 1770 avant Jésus-Christ. Sur un bas-relief, Yantin, probablement le fils de Yakin El, inscrit son nom à côté de celui de Néferhotep Ier, qui a régné vers 1740-1730 avant Jésus-Christ. À Gézer, une statuette funéraire incomplète est attribuée à la 13e dynastie. Plusieurs scarabées trouvés à Megiddo, Jéricho, Tel Ed Douer, Tel El Adjoul portent les noms plus ou moins assurés de certains pharaons de cette dynastie, en particulier Néferhotep Ier et de Sebekotep IV. Mais c'est à tort qu'on a cru lire le nom plus tardif de Dodimosé sur une impression de sceau trouvé à Jéricho. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que les Nessout, les pharaons d'Égypte, vu que les peuples du Moyen-Orient sont des peuples qui sont assez turbulents, qui souvent agressent l'Égypte, ils ont cherché à en avoir un contrôle. Voilà. Ils ne pouvaient pas avoir un contrôle total, mais ils ont cherché à avoir des chefs locaux qui leur étaient soumis, qui étaient des vassaux. Et de toutes les façons, il y avait des échanges commerciaux, diplomatiques, etc., entre les Nessout d'Égypte antique, c'est-à-dire les pharaons, et puis les chefs de ces populations qui étaient au Moyen-Orient. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que le prochain chapitre concerne les Hyksos, qui vont envahir une partie de l'Égypte antique. Voilà. Les Hyksos qui sont des peuples sémites. Mais, évidemment, les Égyptiens ne vont pas les compter parmi les Nessout, c'est-à-dire parmi les pharaons, jamais. Même ceux qui ont été de la dynastie macédonienne, c'est-à-dire les Ptolémées ou autres, ils ne vont pas les compter parmi les Nessout, jamais. Parce que les Nessout, c'est celui qui vient du sud, donc c'est lui qui est noir, c'est le fait. Voilà, c'est le fait, c'est important. Donc, je m'arrête là. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je viens de vous présenter un pan de l'ouvrage de R. Deveau, Histoire ancienne d'Israël. Voilà. Donc là, peut-être nous allons intituler cela les relations entre l'Égypte antique et le Moyen-Orient. Voilà. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.